Bien, bah écoutez, bonjour Monsieur Plonker d'Assac, content de vous retrouver pour cet entretien du 19 août 2018. Bonjour Blandine, bonjour Eric, bonjour Jean-Luc, Bonjour. bonjour Jean. Bonjour, super. Merci à vous d'être là. Et voilà, on reprend Alors, cette pré-rentrée. alors justement, durant cet été qui n'est pas encore fini, il y a quelques affaires et nouveautés sur le Désagréable. Bah voilà, vous allez nous éclairer, notamment avec l'affaire Benalla-Macron. Doit-on considérer cette affaire comme un simple feuilleton de l'été ou pensez-vous que ses conséquences seront durables? Qui a fait éclater cette affaire en somme? Et pourquoi celle-ci éclate et pourquoi maintenant? Enfin voilà, tout ça ce sont des questions qui nous ramènent à la liberté Beaucoup de d'expression questions, tout de la presse. tout à fait valables, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Benalla, ou plutôt Benalia? C'est un véritable nom de l'intéressé qui s'appelle, de son vrai nom, Lassène Benalia. Donc, d'après les renseignements que l'on a pu avoir, mais c'est tout de même très discret sur Internet, il serait, il est en tout cas sûr d'origine marocaine et probablement juif. Bon. Alors, cette affaire éclate un petit peu par hasard. Je ne sais pas très bien ce qui a lancé ça, pourquoi ça a été lancé. Quel est le clan qui a voulu mettre à mal cette mouvance? C'est très curieux. Et ce qui attire le plus l'attention, c'est que c'est l'ensemble de la presse, les médias, ces mêmes médias qui avaient tout fait pour faire élire Macron au détriment de Fillon, qui lui tombent maintenant dessus, qui lui sont tombés dessus à l'occasion de cette affaire-là. Donc c'est tout de même très curieux. Pourquoi cet acharnement brusque contre Macron? Pourquoi ce déballage sur ce Alexandre Benalla, alias Lassène Benalia? C'est très curieux, je n'ai pas vraiment de réponse. J'ai eu une piste, enfin j'ai donné une piste dans le dernier numéro de La Politique, de juillet-août, qui serait celle d'un accord entre Macron et Vladimir Poutine après la Coupe du Monde à Moscou. Parce que curieusement, l'affaire démarre après. Et chose qui m'a attiré l'attention et qui m'a conforté tout de même dans cette hypothèse, c'est que j'ai vu à l'époque, ou peu de temps avant, que la France envoyait des médicaments et des denrées aux populations syriennes des villes et territoires libérés par les armées de Bachar el-Assad. Donc, si on prend ces deux éléments-là, on peut se demander justement si tout ce clan judéo-maçonnique qui a fait l'élection de Macron se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce type-là que nous avons élu? On ne l'a pas élu pour ça. » Alors, l'hypothèse que j'ai lancée aussi, s'ils veulent se débarrasser ou tout au moins faire comprendre à Macron qu'il a intérêt à marcher droit, qui pourrait en bénéficier? Qui pourrait en bénéficier? Et on repense à un certain petit Nicolas Sarkozy, qui fait partie du lobby. Alors, ou bien ils veulent s'en débarrasser carrément pour que Sarkozy puisse se réintroduire, parce que, regardez, si jamais il y avait une affaire d'État qui pousserait Macron dehors, devant quelle figure se trouve-t-on? Fillon est paralysé puisqu'il n'y a toujours pas de jugement rendu sur ses affaires, soi-disant affaires. Wauquiez, les médias lui tombent dessus à bras raccourcis, en le ridiculisant, en disant il n'a aucune chance, tatater, etc. Et toute la bande des libéraux et des francs-macs des républicains
lui font la guerre, etc. Donc, Fillon-Wauquiez n'auraient pas beaucoup de chance. Bien qu'ils auraient bien reprendre le flambeau, ce serait le petit Nicolas. Donc voilà, c'est ça, tout ça que j'ai évoqué dans ce numéro de la politique. Alors, il y a tout de même des choses qui intriguent avec ce Benalia. Quand on découvre que c'est lui qui avait intronisé auprès de Macron candidat ce grand colosse noir que vous avez dû voir à la télévision, qui s'appelle Macao, qui était un des logeurs des terroristes du 13 novembre. Alors c'est tout de même curieux, qu'est-ce que c'est que ces connexions? Encore une fois. Et il était logeur ou ami Jawad. Fameux Jawad. Mais Ah, il y a tout de même un contact, T'es mon pas au cher. courant. Il y a tout de même un contact. Il y a une, je dirais pas French connection, mais une connection. Hein? C'est même curieux. Bon. Et puis on se rend compte que petit à petit, ce Benalla, qui devient homme de confiance de Macron, amène des individus de même origine que lui, apparemment, comme une espèce de garde rapprochée de Macron, qui prend le pas sur le service de sécurité que nous payons, qui est dévolu à la sécurité du président de la République. Donc on paye deux fois. On paye avec le système de sécurité officiel et on paye ces barbouzes de Macron. Donc c'est vraiment une nébuleuse. On ne peut dire qu'il n'y a pour l'instant que des pistes, des hypothèses qui vont demander à être confirmées. Alors, évidemment, le petit père Macron compte sur la chaleur estivale et sur le fait que les Français ont la mémoire courte, comme disait un certain maréchal Pétain, et qu'à la rentrée, on n'y pensera plus. Une opération de communication au port de Besançon. Alors on verra à la rentrée si on relance l'affaire ou si les dredons dessus. On verra bien. Enfin, nous, on n'a pas intérêt à mettre les dredons, bien au contraire. Alors, donc voilà, on a l'impression que Emmanuel Macron s'est constitué une espèce de police politique avec des éléments sionistes visiblement proches du Mossad. Et c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Mais alors justement, là, c'est là où je rebondis sur votre analyse. Pourquoi donc choisir justement ce fameux Benalia, qui est sioniste, Mossad, enfin voilà, qui a ses entrées auprès de ceux qui justement dirigent la République? Pourquoi est-ce qu'eux-mêmes se tireraient une balle dans le pied? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ah oui, tout à fait, vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul, on ne peut que constater en se disant, c'est curieux. Pourquoi avoir pris en tête de Turc, on peut dire, ce Benalia? C'est curieux. Alors, quand je vois par exemple qu'un Patrick Drahi, qui était à fond pour Macron avec BFM TV et toute sa chaîne de journaux et de magazines, lui a tapé dessus à bras raccourcis et par le biais de ses médias, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? D'où mon hypothèse, j'en vois pas d'autre de l'accord que Macron aurait passé avec Poutine de calmer le jeu de la France contre la Syrie de Bachar el-Assad. Ce qui ne convient pas du tout aux sionistes. Donc on est une bagarre de sionistes. C'est bizarre. Voilà. Donc je ne peux répondre à votre question que par une hypothèse que j'ai donnée, en disant, bon, ça demande à être suivi et de voir ce qui va sortir de tout ça. Voilà. Et du coup, le scandale de cette affaire Benalia ne rappelle-t-elle pas par son incongruité la partie fine organisée à l'Élysée pour la fête de la musique, avec cette bande de chanteurs noirs homosexuels? Alors, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est évident. Alors justement, plus on creuse, plus on va et qu'on analyse le parcours de Macron, ses activités, ses fiestas, etc., puis on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet individu? Bon, alors le truc là, de la nuit de la musique, bon, il faut tout de même rappeler ce que c'était, parce que je sais par des amis dans les beaux milieux, ce qu'on appelle les beaux milieux, qui ne le sont pas, c'est que quand on leur parle de ça, on dit, oh, ça ne m'intéresse pas.
ça ne m'intéresse pas, donc ils ne veulent pas savoir, c'est la politique de l'autruche. Ben, il faut leur rappeler ce que c'est. Eh bien, c'est une fiesta perverse, crapuleuse, qu'a organisé Macron, avec une bande de soi-disant musiciens noirs, pas ça qui me dérange, mais officiellement homosexuels. Donc à chaque fois, dans le sillage de Macron, on retrouve l'homosexualité. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, vient d'être mis en examen par le parquet national financier. Que faut-il penser de cette nouvelle affaire qui touche donc également Macron? Bien, ça fait partie justement de toutes les choses curieuses, louches, qui tournent autour de l'activité de Macron, une fois président de la République, et même avant, puisque Kohler, effectivement, a été mis en examen pour abus de biens sociaux, pour etc., etc., je ne sais plus quels sont les termes juridiques à ce sujet-là, et cela fait suite à des révélations de Mediapart. C'est Mediapart qui a lancé l'affaire, et qui a été relayée par une association anticorruption qui s'appelle Anticor. Et alors là aussi, c'est curieux parce que ce sont, bon, Mediapart, c'est pas particulièrement l'extrême droite nationaliste, et Anticor, d'après les ouï-dire, c'est aussi un petit peu des gauchistes. Donc on a l'impression, c'est très curieux, vraiment le monde de gauche est plein de surprises. Il y a des gauches antisionistes, il y a des gauches anti-système, et qui tapent sur leurs collègues qui sont toutes de la même couleur que d'eux. Il se passe des choses vraiment très curieuses. Et moi je vois par les courriers que je reçois, mails ou autres, de gens de gauche qui prennent contact avec moi en me disant « je vous ai découvert, vous avez raison, je me suis fait copier toute ma vie, etc. » Il y a une prise de conscience tout de même de la part de certains milieux de gauche. Donc là encore, c'est une question, comment se fait-il qu'on met brusquement ces affaires-là en l'air, devant le public, qui ne font pas du bien à Macron? On constate, et on s'en réjouit. Alors sur un autre sujet, on revient à la victoire des Bleus en Coupe du Monde de football le 15 juillet 2018 dernier. Quelle est votre analyse sur les retombées populaires de cet événement à portée internationale? Eh bien, j'avoue que ça a été très curieux quand même. Et comme vous êtes tous abonnés à la politique, vous avez vu l'article que j'ai écrit à ce sujet-là. Et j'ai longuement réfléchi à la tournure que j'allais donner à mon analyse. L'équipe de France est une équipe multiculturelle. C'est évident. Mais là, il s'est produit tout de même un fait curieux. C'est que cette équipe que Didier Deschamps, le sélectionneur, a réussi à rassembler, à faire agir de concert, a gagné cette Coupe du Monde et ça a provoqué une vague de réactions patriotiques en France assez extraordinaire. Absolument extraordinaire. Alors que les Français, on leur parle de la France, la plupart du temps, bon, que c'est que ça, quasiment. Et là, brusquement, explosion de patriotisme. Bon. Alors, nous, en tant que nationalistes, face à ce genre de réaction, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh, une France multiculturelle, ça ne nous intéresse pas. Oui, mais le problème, c'est que la France est devenue ça. Alors, qu'est-ce qu'on en fait à partir de ce phénomène? Eh bien, on essaye d'en tenir compte, de le mettre en valeur et de retourner la chose contre ceux qui ont voulu cette France multiculturelle. Il faut que ceux qui sont d'origine noire, basanés, etc., se reconnaissent réellement comme Français. À ce moment-là, on peut éventuellement discuter. Et ça va probablement retomber comme un soufflet, mais je ne veux pas cracher sur cette réaction patriotique parce que, en fait, ça a été une réaction de Français qui, pour une fois, depuis des décennies, depuis en tout cas la dernière Coupe du Monde, avaient une raison d'être fiers de leur pays. J'ai pas envie de cracher là-dessus. Je vous dis,
Le nationalisme est un pragmatisme face à une situation donnée. Il faut essayer de retourner les situations à notre profit. Alors, ce que j'ai particulièrement apprécié, en plus de ça, c'est un garçon que j'apprécie par sa tenue. En plus de ça, c'est un bel exemple de français de souche. C'est Giroud, qui a fait une très bonne déclaration. Quand on lui a remis la médaille à la Légion d'honneur, il a dit « Les militaires qui vont combattre méritent mieux la Légion d'honneur que nous. » Il a raison. Tout à fait raison. Pourquoi donner la Légion d'honneur à un petit bout de champ, à un artiste, à ceci ou cela, au moins qui éternue dans le bon sens, on lui donne la Légion d'honneur. Il y a des médailles de mérite, que je sache aussi. Vous avez du mérite d'avoir gagné la Coupe du Monde, oui. La Légion d'honneur, non, la Légion d'honneur n'a pas été faite pour ça. Mais non, maintenant, Voilà pour répondre à votre question. Alors, lors des rencontres économiques de cette année d'Aix-en-Provence, Jacques Attali a donné ses solutions pour contrer l'émergence des populismes, sous le titre « Il ne faut pas laisser la nation aux nationalistes ». Qu'en pensez-vous? Très intéressant. Très intéressant, ça montre leur peur de la réaction nationaliste qui se fait jour devant la menace du mondialisme et du cosmopolitisme, dont il est un des principaux artisans. Et en fait, ça m'a fait penser, sa déclaration m'a fait penser à cette déclaration aigre de Macron parlant de la lèpre nationaliste. La lèpre nationaliste. Donc on voit tous ces petits, alors bon, Attali juif, Macron d'origine marane, comme je l'ai démontré dans un numéro récent de la politique, par sa mère. Hein, donc, carrément lignée directe. L'élément juif ne peut pas admettre un sentiment nationaliste autre que le leur en Israël. Et tout est là. Moi, ce qui me fait plaisir dans ce genre de déclaration, que ce soit celle de Attali ou celle de Macron, c'est que ça montre leur peur de la réémergence du sentiment nationaliste. Il y a aussi Soros qui, dans un journal américain... Soros, oui, effectivement, j'y pensais aussi. Nous vivons dans J'allais peut-être l'oublier de le dire, mais Soros a des déclarations quasiment identiques à celles d'Attali et celles de Macron. Pour eux, le danger, c'est le nationalisme. Le nationalisme, c'est la guerre. Eh bien, on répond à cela, le mondialisme, c'est la guerre, on l'a devant les yeux. On l'a devant les yeux. Depuis que les États-Unis gouvernent le monde, qu'ils sont les agents du mondialisme, en vue de l'accomplissement du but messianique juif, puis ils en sont le bras armé, on va de guerre en guerre sous les auspices des États-Unis. Le mondialisme, c'est la guerre. L'ineffable Bruno Le Maire salue le sauvetage d'une centaine d'emplois à la suite de la reprise de Manurin par un groupe des Émirats Arabes Unis. Comment peut-il parler de sauvetage alors que c'est à nouveau un fleuron de notre industrie qui place sous contrôle étranger? C'est exactement ça. C'est scandaleux. Alors ils se vantent de leur propre trahison. Ben, c'est une trahison. Bon, regardez, depuis au moins, bon, ça a commencé à devenir flagrant et à partir de Sarkozy, c'est là que ça commence. Toutes nos grandes entreprises industrielles passent sous contrôle étranger. Sous Macron, on a eu Alstom, entre autres. Il y a les aéroports qui passent sous contrôle étranger, dont celui de Toulouse-Blagnac à côté d'Airbus, bravo. Dans les mains des Chinois, bravo. Les barrages qui ont été construits avec notre argent. Bon, et quand est-ce qu'on nous rembourse? Et tout, les vignobles. Je ne sais pas si vous allez en parler tout à l'heure, mais j'ai vu une annonce dernièrement comme quoi la Nouvelle-Zélande avait décidé d'interdire aux étrangers d'acquérir des terrains et des biens immobiliers en Nouvelle-Zélande. Point. Ben voilà.
Oui, c'est Préférence nationale. tous les gens richissimes. de Préférence la Silicon nationale, Valley. alors que Qui toute voulaient cette acheter bande, local. toute cette bande de cosmopolites, vous voulez préférer un autre nom, plus spécifique que je donne, hein, D'ailleurs, on qui peut nous parler gouverne, du nouveau qui nous PDG gouverne. d'Air France. c'est la préférence étrangère. Le nouveau PDG d'Air France, par exemple. est Le nouveau canadien. PDG d'Air France, Ben qui Smith. est un Canadien, Smith, je ne sais pas d'où il sort. Canadien. Alors, donc, Macron ne fait aucun effort de réduction des dépenses de l'État. Par contre, là, il vient de trouver une idée, faire payer les arrêts maladie par les entreprises. Votre analyse. J'avoue que j'ai aimé. J'ai aimé parce que quand je me rappelle des trémolos dans la voix des grands patrons, disant ah, Macron, voilà, nos entreprises vont pouvoir relever la tête, eh bien, pan. Et vous allez péter, mes petits amis. Je me vois la gueule des cocus. Alors la loi récente sur les abus sexuels présente une particularité. Alors que l'âge légal autorisé de rapport sexuel entre un adulte et un enfant devait être fixé à 15 ans, voire même 13 ans, cette loi ne présente plus aucune limite d'âge. Ne trouvez-vous pas cela scandaleux? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est évident que c'est scandaleux. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Alors, je voudrais tout de même faire un petit rappel, retour en arrière. Pour que l'on touche bien du doigt la façon dont les ennemis de la société travaillent. Ils y vont par étapes, et moi ce qui me révolte de plus en plus, c'est ce monde catholique qui n'est pas fichu de comprendre comment on le détruit. On est passé de la pilule à l'avortement, ce qui a permis de détruire l'image de la femme et son propre respect par rapport à l'enfant. Puis on a commencé à nous lancer les ballons d'essai de l'homosexualité. Et un certain Nicolas Sarkozy, avec son ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, qu'il fallait que les enfants de CM1, CM2 comprennent tout de même ce que c'était que l'homosexualité, enfin un enseignement à la compréhension de l'homosexualité. Et cela allait de pair avec l'enseignement, le début de l'enseignement, la théorie du genre. Donc, autre étape. Et puis il est arrivé maintenant une société ouvertement homosexuelle avec la LGBT qui devient une véritable dictature. Et malheur à celui qui dit « Oh là, moi je suis pas d'accord ». Oui. Objection, suite en fait à cette campagne, parce qu'elle n'est pas dans notre questionnaire. Alors on va y aller. Oui. Cette campagne d'affichage qui a été faite mais très dernièrement, là, il y a 4-5 jours, mais c'est vraiment, ça date de cette semaine, qui dit vaut mieux en fait un bon viol collectif que je ne sais plus. J'ai pas vu ça. Je vais trouver ça me manque dans ma collection. Envoyez-moi ça. Mais vous allez voir, je vais trouver Envoyez-moi l'information ça. parce que ça c'est énorme. Et pendant que j'en cherche Oui. l'information, Bon. moi je reviens sur... Attendez, je vais pas terminer mon truc. Bon. Donc on arrive à l'acceptation et quasiment à l'obligation, sinon d'être tous pédés, tout au moins de les accueillir fraternellement. Bon. Et je voudrais tout de même redire ce que je dis souvent, c'est que les véritables homosexuels qui sont comme ça parce qu'ils sont comme ça par la nature, ne s'affichent pas. Et là, l'homosexualité que nous combattons, nous, c'est cette homosexualité politique, philosophique, qui est un défi, qui est une volonté de destruction de la nation, de la société, et de la nation par la même occasion. Et puis maintenant, on arrive, et vous allez voir pourquoi je fais ce retour en arrière. On arrive maintenant à faire adopter la compréhension à la pédophilie. Ouais, on y arrive. On y arrive maintenant. Alors, on a commencé par vous dire, devant un certain nombre de cas de viol d'enfants, que l'on allait réétudier la loi, qu'on allait voir à partir de quel âge ce serait admissible ou que ce serait pas bien, qu'on dirait non, c'est pas bien, c'est pas sage. Et puis que nous sort la loi, eh bien, il n'y a plus de date limite.
Donc, allez-y, les pervers, consommez de la chair fraîche. Voilà ce que ça veut dire. Donc voilà les étapes. Comment on détruit une société face à un monde catholique qui est soit d'une lâcheté invraisemblable, soit d'une connerie innommable. Non, c'est encore différent. Il n'est pas structuré. Nous n'avons pas de chef religieux. Nous n'avons C'est- pas de tête. Si vous voulez, un catholique, nous sommes là catholiques, si vous voulez qu'on fasse en petite poignée individuelle, il faut que ce soit structuré. Il faut Oui, que mais nos si évêques, chaque les catholique qui comprend réagissait dans son coin, simplement il dit « Ah oui, je suis désolé, on ne veut pas m'entendre, etc. » C'est trop facile. Qu'est-ce que nous faisons, nous? On réagit, nous. on diffuse sur Internet. On diffuse. Pourquoi sommes-nous là, aujourd'hui? Pour faire savoir les choses. Il n'empêche quand même. Tout chef de famille qui est conscient du problème doit travailler autour de lui dans son milieu professionnel, familial et autres. S'il ne le fait pas parce qu'il a peur de se faire mal voir, c'est son problème. C'est quand même à nos évêques d'organiser des manifestations contre telle. Alors oui, formation, ils vont telle- piétiner, faire des grands défilés. Ça ne sert à rien, ça. Il ferait mieux de commencer par Ça se ne médiatise. pas voter Sarkozy, pas voter Macron, etc. Puisque ce sont eux que sont les bien-pensants qui les ont élus, en plus de ça. D'autant plus que ça va de pair avec. C'est très bientôt que commence l'éducation sexuelle suivant les normes. Mais Je sais bien plus entendu, quelle mais ça va être la organisation prochaine internationale. rentrée. Ça va être la c'est prochaine ça. rentrée. Dès La masturbation, dès l'école, etc. maternelle. Tous les vices possibles. Sous prétexte d'information. Et de santé. Et de santé de l'enfant. Donc j'ai notre information à Nantes notamment en fait de publicité contre l'homophobie choc. L'une de ces affiches sur lesquelles on pouvait y voir le message. Alors le message suivant, je vais regarder l'image. Alors pour qu'une femme aime les hommes, rien ne vaut mieux qu'un viol collectif. Voilà, c'est le message qu'adresse. Bon, Jean, vous m'envoyez ça, s'il vous Oui, plaît. oui, je vous Vous m'envoyez. Ben voilà. Encore une étape. Voilà. Ouais. Faire accepter le viol collectif comme une chose normale, après tout. Faire Banaliser. apprendre aux femmes rétives. Comme c'est bon d'être violé en succession. en plus, en fait, c'est une façon aussi d'abandonner en fait la science psychologique, enfin, de direction freudienne, parce qu'évidemment, on dit le ne pas, etc. On est etc., en plein etc., freudisme. etc. mais C'est un abandon de la on les science retrouve psychanalytique. partout. Dès qu'il y a une saloperie qui est faite dans le monde, on les retrouve. Il y a quelque chose de pervers dans ce monde juif. Comme une malédiction. Une malédiction qui nous retombe dessus. Savez-vous que du fait d'une décision de Manuel Valls, alors Premier ministre, la Cour de cassation passe sous le contrôle direct du gouvernement? Comment interprétez-vous cette décision? Ouais, il me semble que c'est assez évident. C'est que ceux qui nous gouvernent verrouillent de plus en plus. On est en dictature. Donc ils verrouillent tous les instruments de fonctionnement de l'État qui pouvaient être des barrages à certaines décisions du gouvernement. On verrouille, on verrouille, on verrouille. Nous sommes en dictature, mes chers amis, chers auditeurs. Ne dormez pas, les autres veillent. Alors, toujours en politique, vous qui avez été le premier à démontrer la duplicité de François Asselineau et ses contacts avec la maçonnerie, avez-vous vu sa réaction suite à l'affaire Benalia, justement, dont on parlait? J'ai vu. Allez, Ah, c'est un chef-d'œuvre de duplicité. Une fois de plus. Alors, bon, il fait une critique de Benalia, bon, il n'y a rien à dire là-dessus, mais enfin, il évacue les choses les plus significatives. Dont les origines de Benalia. Pour commencer. Et toujours sur le thème, ne parlant pas des choses qui fâchent. Je vous rappellerai une de ses déclarations que j'ai citées à plusieurs reprises, que je vais reciter, quand il disait qu'il ne fallait pas parler de l'homosexualité, qu'il ne fallait pas parler de l'immigration, qu'il ne fallait pas parler de la maçonnerie. Et qu'a-t-on appris il n'y a pas longtemps, sinon la création d'une fraternelle des francs-maçons de l'UPR, son mouvement. Alors il a fait une belle déclaration, alors il y a eu des fidèles qui m'ont écrit en me disant, mais enfin, il a démenti qu'il était franc-maçon, et il est très bien, il n'est pas pour ça. Hein. Je regrette beaucoup, mais n'empêche que celui qui a fondé la fraternelle est toujours membre de l'UPR. Donc c'est un faux cul.
selon la bonne vieille expression, plus faux cul que ça, tu meurs. Dans votre conférence rare marquée Politique et religion du 16 juin dernier, vous mettiez en garde envers la diffusion de la pensée française de messieurs Jean Auguy et Xavier d'Hautefeuille pour leur accointance avec les représentants de la nouvelle droite athée, dont Philippe Randa, éditeur de livres ésotérico-érotiques. Avez-vous vu l'annonce de la prochaine journée Chouane qu'ils organisent ? Je l'ai vu, on retrouve justement le nom d'un certain nombre de représentants de la nouvelle droite athée, dont Philippe Randa, qui dernièrement encore fait la publicité pour un livre de Guillaume Fay. Je ne sais pas si vous voyez qui est comme Guillaume Fay. Dans son livre L'archéofuturisme, c'est ignoble. Il est tout. Alors, il est pro-sioniste, il est pour la pédophilie, tout, mais tout. Et c'est un représentant, donc un certain Philippe Randa, qui a réédité ce livre de Guillaume Fay, qui va pérorer, vendre ses livres aux journées Chouane de Chérier-Montreuil. Et sous les égides, je l'ai déjà nommé, je vais le renommer, sous les égides de l'abbé Cottard, que j'ai bien connu, de la fraternité Saint-Pédis, qui dit sa petite messe et qui profère son homélie le dimanche, en clôture des journées. Là encore, un exemple de catholiques qui admettent l'ennemi chez eux et qui détournent la tête quand on leur dit « mais voilà ce qui se passe ». La première fois que j'ai fait allusion à cela, je n'avais pas donné le nom de l'abbé Cottard. Par pudeur. Je n'ai plus de pudeur. Parce que ça devient vraiment scandaleux. Dans cette même conférence, vous attiriez l'attention sur l'aspect ésotérico-sataniste de l'un des auteurs Maison d'égalité et réconciliation, Christian Boucher, membre de la loge luciférienne Ordo Templi Orientis d'Aleister Crowley. Un récent article intitulé Marie éternelle, Reine du ciel, d'un autre auteur maison de EER, Laurent Guyeno, publié par Égalité et Réconciliation, surprend par son aspect pagano-gnostique. Pouvez-vous revenir sur ces curieuses influences qui jouent sur cette structure animée par Alain Soral et dont vous-même avez été victime ? Oui, bon, on en a déjà parlé, et j'en ai parlé effectivement assez longuement dans ma conférence Politique et religion. Il y a un aspect très de plus en plus douteux concernant Alain Soral et son équipe, je dirais nationale, par rapport à certains auteurs maison. Vous avez donné 2 exemples dernièrement. Le premier, j'en avais parlé dans ma conférence donc, Politique et religion. Comment se fait-il, alors que je sais qu'Alain Soral lit et écoute mes conférences par les échos que je peux en avoir de l'intérieur, ne tienne aucun compte des avertissements, qu'il accueille chez lui un Christian Boucher qui fait l'apologie du représentant de cette loge luciférienne qui était et qui est toujours, puisqu'elle existe toujours, l'Ordo Templi Orientis. Un problème. Plus de ça, cette information qui nous est arrivée récemment de ce nouveau collaborateur qui a fait cet article, je l'ai lu, c'est du pagano-ésotérisme, il n'y a pas d'autre terme. Et gnosticisme en même temps. Très curieux. Et alors, il y a une nouvelle information, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est que, en dépit de mes mises en garde, pourtant très modérées, que j'avais faites, sur le thème de dire attention à Alain Soral, vous avez autour de vous des gens tout de même bizarres, qui exploitent votre nom et qui font venir un tel et un tel. J'ai essayé de lui faire comprendre que, pour son image, il ferait bien attention. Il ferait bien de faire un peu le ménage chez lui. Eh bien, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? C'est que le 22 septembre prochain, à Nantes, il va y avoir une grande réunion d'égalité et réconciliation avec qui ? Christian Boucher. Christian Boucher.
L'autre, c'est... Attendez, je dois avoir ça dans mes notes. L'autre, c'est... Youssef Indy. Et Alain Soral. Donc Alain Soral sera là pour cautionner les Christian Boucher. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est qu'il se reconnaît dans l'aspect luciférien de Christian Boucher. Bon, je regrette beaucoup. Donc, je ne sais pas si certains représentants de ER vont m'écouter. Je leur dis attention. Attention, on vous vend une marchandise. Je ne sais pas si c'est celle que vous voulez représenter. Donc voilà, égalité, ce que c'est en train de se révéler, je dirais pas de devenir, se révéler, ce qui ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire, l'esprit est très syncrétiste. Les précédentes notices religieuses pour les grandes fêtes catholiques, elles étaient très bien, autant que j'ai pu en juger les années précédentes. Celle-là est... Oui, il y a une évolution. Par syncrétisme, Il y a une évolution. L'année précédente, c'était très catholique. Cette année-là, ça commence en disant, voilà, bon, Marie a toujours été montrée dans les évangiles comme contre la mission de Jésus. C'est invraisemblable. Oui, ça, j'ai lu. C'est invraisemblable. Et puis, alors du coup, le lecteur, pas trop averti, il va en tirer quelle conclusion au bout de 3 ans? Non, il y a un problème là. Il y a un côté Il y a un problème. thèse, antithèse, et la synthèse de 3e année, ça va être quoi? Il y a un problème. C'est la contre-culture. C'est la contre-culture. C'est la contre-culture. Et le problème, c'est que nous-mêmes, on ne sait pas où ils en sont, mais je me demande si eux-mêmes savent où ils en sont. Mais est-ce que vous pensez que Alain Soral serait coincé et obligé de faire rentrer ou du Bonne moins- question. Ouais, je sais pas. Bonne question. Non, ce sont des Par esprits quel bout? marxistes, ce sont l'esprit Ah, marxiste, ok. syncrétiste. Voilà, il y a de ça aussi. Mais, vous savez, Ça vous roule, connaissez ça la roule. vieille expression, la caque sent toujours le hareng. Des tonneaux qui ont contenu de la saumure, hein, vous avez beau rincer, ça pue toujours. Il y a des vices rédhibitoires qui ne s'effacent pas, dont le marxisme et le gaullisme. Et la maçonnerie, parce que ceux qui sortent de maçonnerie en gardent tout de même une imprégnation. Même s'il peut y avoir de bonnes conversions, mais à voir de près. Alors si vous voulez, là, on va passer à des questions internationales, notamment avec la Syrie, qui reprend possession de son territoire avec l'aide de l'aviation et des forces spéciales russes. N'est-ce pas la fin du rêve israélien du Herzl Israël, c'est-à-dire le grand Israël? Et du coup, quelle va être selon vous la réaction d'Israël dans ce contexte? Exactement, c'est très intéressant parce qu'il y a de multiples aspects, facettes à cette affaire-là. Alors, incontestablement, sur le terrain, l'armée de Bachar el-Assad a quasiment reconquis tout son territoire, ville par ville, région par région. Avec l'aide de la Russie, c'est incontestable. Avec l'aide des troupes supplétives iraniennes et du Hezbollah libanais, ce qui fait fumer Israël, bien entendu. C'est pour ça que quand certains du type Hillard disent que Poutine est juif, Poutine est un ami de Netanyahou, Poutine est mondialiste, je me dis qu'il ne doit pas suivre l'actualité. Parce que sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'avec la politique de Bachar el-Assad avec Poutine, Israël est repoussé. Ils en sont maintenant en bordure du Golan. Alors le Golan, c'est un gros morceau qui a été confisqué par Israël, que des déclarations, des injonctions de l'ONU demandent à Israël depuis des années de rendre à la Syrie. À la Syrie, pardon. Je croyais que c'était- La Syrie. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse dans l'action d'un homme, c'est pas ce qu'il dit, les risettes qu'il peut faire sur le plan diplomatique ou autre. C'est quel est le résultat concret de son action. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Alors il y a aussi un autre aspect. C'est ce qui se passe pour les Américains.
dont on connaît la présence en Syrie encore, où ils ramènent, où ils essayent de reconstituer encore d'autres bases de support pour Daesh, pour l'État islamique. C'est que la tactique syrienne et russe c'est une tactique d'encerclement. Ils coupent les bases, les voies de communication. Donc, ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre. Et les troupes qui sont américaines qui sont à l'intérieur, américaines et autres, y compris françaises, Et regardez, je parlais tout à l'heure justement de cette nouvelle, comme quoi la France de Macron envoyait des médicaments et des denrées aux populations syriennes libérées. Comment se fait-il qu'à la fois on envoie de l'aide humanitaire à ces populations, dans le même temps on envoie des troupes françaises pour aider Daesh? Je voudrais bien qu'on m'explique. Un petit problème là. Traduction. Intellectuel, et il y a un petit problème. Donc les Américains se trouvent dans une situation aussi inconfortable qu'Israël, pour les mêmes raisons. C'est que eux et leurs petits amis se font de plus en plus enserrés. Comment vont-ils s'en sortir? Il va y avoir négociation, certainement. C'est très intéressant. Moi, cette histoire de Syrie, ça me fait jubiler. Alors, Et alors là, justement, pour en revenir encore à Poutine et Netanyahou, rappelez-vous cette citation que j'avais donnée de la ministre israélienne de la Justice, disant que si Poutine voulait survivre, il fallait qu'il obéisse à ce que dit Israël. Apparemment, il n'obéit pas à ce que dit Israël. Voilà. Avis M. Pirilla et compagnie. Et suiveur d'égalité et réconciliation. Parce que j'ai des gens de Syrie. Mais pourtant, mais non, mais M. Alliard a dit que... Je leur réponds, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Ouvrez les yeux. Mais non. Il y a une espèce d'aveuglement qui me surprend. Bon, toujours à l'étranger, en s'attaquant tout dernièrement à l'économie turque, les États-Unis font tout pour déstabiliser Erdogan, qui se rapproche de plus en plus de la Russie. À votre avis, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence régionale? Alors, premièrement, je me demande ce que les Américains ont dans le cerveau. Bon, je sais bien qu'ils sont amateurs de coca, de McDo, de machin, de trucs. À mon avis, ça doit, à la longue, ça doit avoir un effet sur leurs cellules grises. Parce que la façon dont ils sont capables de se tirer une balle dans le pied, c'est assez remarquable. Parce qu'après tout, la Turquie est tout de même un membre de l'OTAN. C'est tout de même la Turquie qui a abattu un avion russe. Au début, quand la Russie a décidé d'intervenir. Et regardez comment, par la patience du maître d'échecs Poutine, la situation progressivement s'est retournée. Alors les Américains ont voulu faire un premier coup d'État contre Erdogan pour pouvoir imposer leur homme Gülen, ça n'a pas marché. Le petit père Erdogan a serré, fait épuration, ce qui n'a pas plu aux Américains, puisque c'était tout de même leurs alliés, leurs hommes de main locaux qui en prenaient plein la figure. Donc ils ne savent pas très bien quoi faire, et là, Trump a trouvé génial d'essayer de déstabiliser la Turquie économiquement. Donc Trump a essayé de faire la même chose vis-à-vis de la Turquie qu'il a essayé de faire vis-à-vis de l'Iran. Mais ils se rendent d'accord, les Américains. C'est certes pas très agréable, ni pour la Turquie ni pour l'Iran, mais ça va les conforter. Parce que Poutine attend à côté, là. Il est à côté. Qu'on vient lui demander son aide. Et à chaque fois, c'est la même chose. Aux Philippines. Le service, je viens de voir tout récemment, aux Philippines, avec Duterte. Qui a formé les forces de sécurité philippines depuis ces dernières années? Les services russes. Donc, étape par étape,
notre petit père Poutine place ses banderoles à travers le monde. Tac, 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 tac. Plus sa stratégie de dédollarisation, je ne vais pas vous le réexpliquer, peut-être qu'on parlera tout à l'heure dans les questions, et les Américains, cric, 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 et le soc, crac, crac, crac. Il y a peut-être une explication aussi, c'est que comme empire unique pendant 20 ans, les Américains vivent dans leur bulle et ont appris à agir. Ah, mais ça en fait partie, je suis tout à fait d'accord, entièrement d'accord, c'est bien. Ils vivent dans leur bulle, ils croient qu'ils ont toujours les mains du monde. Et puis comme vous le disiez, ils n'ont quand même pas la finesse politique et géopolitique des Russes. Et des Orientaux en général. Parce que les Iraniens, les Chinois, Bachar el-Assad, ce ne sont pas des naïfs, ce ne sont pas des enfants de cœur, parce qu'en politique on ne peut pas être enfant de cœur, mais ils ne sont pas des naïfs. Alors les autres, ils vont avec leurs gros sabots à coups de revolver comme dans les westerns, simplement l'époque des westerns, c'est terminé. Et la série, c'est 2500 ans d'existence, mettons. Les États-Unis, c'est 250. Il y a forcément un degré de finesse qui n'est pas là. C'est le dépotoir de l'Europe. Entendu. Fin juillet 2018, les médias ont insisté sur l'accueil des casques blancs par Israël. Pouvez-vous nous expliquer de quoi ils retournent? Alors c'est un magnifique enfumage, cette histoire-là, parce que les casques blancs, tels qu'ils nous ont été présentés déjà quelques années maintenant, c'est une création de l'Occident sioniste, donc avec les Américains comme maître d'œuvre, comme une entreprise de bénévoles, d'assistanat, etc., en Syrie, pour les malheureuses populations persécutées par cet affreux Bachar el-Assad, entre guillemets, bien sûr. Et on s'est aperçu petit à petit qu'en fait c'était des mercenaires qui avaient pour but essentiellement de fabriquer ce qu'on appelle des fake news, de fausses nouvelles, avec de faux documents visuels, de faux films, et un certain nombre de journalistes honnêtes ont découvert justement et ont fait savoir que tout ça c'était des montages qui étaient filmés dans des espèces de studios locaux ou à l'étranger même. Et j'ai rappelé déjà à plusieurs reprises qu'on nous avait montré des bombardements de Syriens ou même Russes sur des hôpitaux en Syrie qui avaient fait des victimes. Ah! Le problème c'est qu'il y a des journalistes honnêtes, ça existe encore, qui ont démontré en recherchant dans les archives que c'était un hôpital de Gaza qui avait été bombardé par Israël. Et là, voilà. C'est là-dessus que les populations occidentales jugent un pays, jugent Bachar el-Assad par exemple, sur des montages, des faux, pour faire réagir les gens, et ces faux sont faits pour justifier l'attaque américaine, israélienne, sioniste contre la Syrie. Alors là, ils croyaient que l'affaire de la Syrie était bouclée, qu'ils allaient bientôt pouvoir passer à l'Iran. C'est pas de mal à veille. Alors toujours avec Israël, Netanyahou déclare Israël État-nation juive. Pouvez-vous nous indiquer ce que cela implique? Oui. Intéressant. Disons qu'au moins, les choses sont claires. C'est évident que même si l'État israélien n'était pas reconnu encore comme nation juive, elle l'était. Et que les populations dites israéliennes autres que juives, telles que les Druzes ou telles que les Arabes, musulmans ou pas, puisqu'il y a tout de même au Parlement israélien, il y a un groupe musulman. Un groupe musulman au Parlement. D'ailleurs, ils ont protesté. Eh bien, ils ont protesté. Exactement. Donc, dorénavant, les choses sont claires. Ils seront ce qu'ils étaient déjà. Enfin, c'est clair maintenant, citoyens de deuxième zone. Mais ça, c'est le vieux rêve
messianique russe qui ressurgit périodiquement. Ils ont été poussés. Je crois que Netanyahou a fait une bêtise. Tant mieux. Il n'avait pas besoin de ça. Il était dans l'hypocrisie, au moins ça devient clair maintenant. Alors en Italie, quel regard portez-vous sur la réaction italienne qui a porté au pouvoir une alliance de populistes et de nationalistes avec le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord? Eh bien, il est évident que nous, en tant que nationalistes, on ne peut qu'appuyer et on ne peut que regretter que les Français ne soient pas foutus d'en faire autant. Ah, rappelez-vous, je crois que le dernier entretien du mois de juin, c'est une des questions que vous m'aviez posées, et vous savez comment j'avais répondu. Et alors, ce qui est tout de même d'extraordinaire, et là, on ne peut être que sidéré, c'est le courage de Matteo Salvini, le patron de la Ligue du Nord, qui n'est pas allé par quatre chemins, et dès le début. Quand on apprend coup sur coup que dorénavant il est interdit à un franc-maçon d'être membre du Parlement italien, vous imaginez seulement que François Fillon eût été élu à la place de Macron et que François Fillon ait osé faire un truc pareil, ce qu'il n'aurait pas fait. Trop poli, trop gentil. Bon, trop. Vous imaginez le scandale que ça aurait fait? En Italie, c'est passé comme une lettre à la poste. Bon, certes, les francs-maçons se sont indignés, les francs-maçons du monde entier, les Français bien entendu aussi. Et puis les Juifs d'Italie aussi. Et puis surtout quand ils ont fermé les frontières pour les migrants. Alors là, le bon cœur des Juifs italiens a pleuré, a saigné. C'était pas bien. Ah, mais Saint-Père, nous sommes avec vous, François. Sacré François. Leur pape, c'est leur pape, pas le nôtre. Donc, on ne peut qu'applaudir. Et puis, il y a 36 000 choses, 36 000 petites touches. Qu'est-ce qu'il a encore fait dernièrement? Est-ce que j'ai ça dans mes... Il a voulu changer les formulaires de l'état civil Il y a plusieurs choses. Attendez, qu'est-ce que... du ministère de l'Intérieur. Je ne sais plus quel formulaire. Pour remettre père et mère dans le document. Ah oui, oui, entre autres, ça aussi, mais autre chose que nous dénonçons déjà depuis un bon bout de temps à propos des vaccins. Il a décidé que la vaccination obligatoire de scolarité ne serait plus obligatoire. Donc il rejoint l'opposition. C'est une position de bon sens. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une population saine. Les gens en bonne santé n'attrapent pas les crasses. Et surtout, quand on empêche des populations immigrées malsaines de venir sur le territoire national propager leur maladie. Mais je ne suis pas contre tous les vaccins. Il y a des vaccins qui sont tout de même nécessaires. Mais quand on parle de vaccins, il faut parler non seulement du vaccin et de la cible du vaccin, mais il faut parler du support du vaccin. Or, on dirait que les laboratoires aujourd'hui s'ingénient à faire des vaccins avec des supports qui sont nocifs pour la santé. Et dès le plus jeune âge, comme vous le savez. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas une euthanasie déguisée, à terme? En tout cas, le peuple italien reconnaît la bonté de ses dirigeants. Lors de la cérémonie de funérailles pour les morts du pont de Gênes qui s'est effondré, ils ont applaudi le gouvernement quand il est entré et ils ont sifflé les membres de Tout l'ancien à fait. gouvernement. Tout à fait. Alors à propos, justement, faites bien de rappeler ça, à propos de cette affaire du pont, c'est tout de même assez extraordinaire. D'ailleurs, il y a des voix en Italie qui s'élèvent pour commencer à dénoncer les accointances entre certains gouvernements italiens et la mafia. Alors je ne sais pas sous quel gouvernement italien a été construit le pont de Gênes, mais parce que, vous savez, un truc qui s'effondre, ça
ça s'effondre parce que soit le béton n'est pas de bonne qualité, soit parce que les armatures ne sont pas suffisantes. Ben, Il y a toujours une raison. Justement, j'ai une photo là, ce qui me venait des Oui. réseaux sociaux, ce matin je l'ai eu. Il n'y a aucune armature en métallique. Si. Non, Si, on en voit. On en voit, mais probablement pas oui, mais enfin, suffisant. c'est des petits filetés qui sont là comme ça. Hein. C'est pas Oui, des, oui. C'est pas des poutres métalliques. Ah oui, ah d'accord. Voilà, Oui, c'est du... C'est pas C'est du... un béton à peine armé. Oui, quoi, oui. c'est ça, enfin, Oui, là, tout à fait. Une Tout à armature fait. de béton. Tout à fait. Alors ça doit remonter tout de même. Il faudrait... Est-ce que vous arriveriez à 67, savoir... l'inauguration. Hein 67 l'inauguration, 1967. 1967. C'était la démocratie chrétienne. L'édifice déjà, lui. C'était la démocratie chrétienne. Et à l'époque, les normes de construction étaient peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Ah, J'en sais rien, quand je même. pose une question. Oui, mais Blandine, regardez nos bons vieux ponts romains. Ils tiennent Ah oui, ça encore. c'est toujours. Ouais, ça, c'est- Quand ouais, même, c'est quand on veut, on peut. vrai. Ouais, ça, c'est vrai, ça, c'est Faut vrai. pas raconter, mais non. Tout ça, évidemment, il y a des dessous de table qui permettent de... Ça- ça Bon, fait une- non, donc vraiment, pourvu que Dieu leur prête longue vie à Salvini et aux siens. Je pense que Salvini, d'ailleurs, va réussir à mettre de côté le mouvement 5 étoiles qui sont de rigolo. C'est une espèce d'anarchisme populiste, c'est très bizarre. C'est incohérent, il n'y a pas de ligne politique réellement, alors que la Ligue du Nord a une ligne politique, ça se voit. Ah, si on regarde le mouvement 5 étoiles de plus près, il y a différentes branches. Et il y a différentes branches en plus de ça. Et il y en a une sérieuse, mais j'ai pas eu le temps d'approfondir. Oui, non, il faudrait cette approfondir. cuisine interne au parti. Il faudrait approfondir davantage. Que pensez-vous de l'annonce selon laquelle Steve Bannon, ex-conseiller du président J'y américain pensais Donald justement, Trump, c'est bien que vous la posiez. va créer une fondation en Europe pour fédérer une révolte populiste, comme l'a révélé le site américain Daily Beast. On peut se demander pourquoi est-ce un Américain qui prend la tête du mouvement nationaliste de l'Europe qui finance cette organisation. Très bonne question. C'est une question qui nous a été suggérée de plusieurs sources. Alors, parmi les réactions que j'ai pu voir, bien entendu, il y a tous les naïfs qui se réjouissent. « Oh, chic, on va avoir une union, tous les nationalismes européens. Ah, qu'il est bien, ce monsieur Bannon. » Non, mais vous voulez rire? Qu'est-ce qu'il vient faire, cet Américain, à vouloir réunir les soi-disant réactions nationalistes? Et réactions nationalistes, il faut y regarder de plus près, parce que les populistes, c'est pas toujours du nationalisme. La plupart des mouvements européens populistes, ils sont sionistes. Donc, est-ce de la part de Bannon? Est-ce que oui, de la part de Bannon, ce n'est pas une tactique de récupération américaine Ou d'unification de toutes et ces... d'unification, récupération, unification de ces mouvements sionistes pour la plupart, sous égide américaine. Et on n'en sort pas. Et on n'en sort pas. Or, notre cher Steve Bannon, qu'est-ce qu'il a dit au sujet d'une certaine Marion Maréchal Hawke? Il lui a prédit un glorieux avenir. Amen. Comme vous l'avez dit. Amen. Ah mais c'est curieux ça, cette cohérence. Elle a été baptisée. Ah quoi? Sécateur, non pas elle, quand même. Non, non. Ah, messieurs. Faut que je relève là. Non mais, vous avez besoin d'un dessin? C'est tout de même magnifique, tout de même. Cette belle vierge blonde, Marion, qui va faire sa rentrée politique à New York, pas en France. C'est ringard. Pas si... À New York. Devant qui? Ben devant les néoconservateurs américains. Et c'est qui les néoconservateurs américains? Les juifs américains. Ah mais c'est magnifique, un autre miracle. Pas plus tôt repartie de New York, on nous annonçait qu'elle avait trouvé les fonds pour fonder son université de formation politique. Il pouvait partir en Ah oui,
Ah, mais je serais curieux de savoir quel va être le programme de formation politique. À la rigueur, pourquoi est-ce que c'est pas elle qui prend la tête de cette fameuse fondation en Europe pour fédérer les populistes divers et variés? Ouais, bonne observation. Donc voilà, les petites piques que j'aime bien envoyer, ça me ravit parce que ça permet tout de même aux gens qui réfléchissent pas beaucoup de se dire « Ah ben c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça ». Je répondais à votre question? Alors là, on vient d'avoir une gigantesque manifestation à Moscou pour le 1030e anniversaire du baptême de la Russie, en présence du patriarche de Moscou et de Vladimir Poutine, justement, dont vous parliez. Pouvez-vous revenir justement sur les facettes de Vladimir Poutine et face aux thèses de Pierre Hillard? Eh bien justement, je crois que ça conforte une fois de plus ma défense de l'action de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, rappelez-vous ma conférence sur lui et mon livre Bonaparte, Hitler, Poutine, puisque je suis revenu là-dessus. Poutine est un phénomène de l'histoire, c'est incontestable, ce n'est que comme ça qu'on peut le comprendre. On est sidéré de voir comment cet homme qui émerge de l'univers marxiste, qui visiblement, d'après certaines de ses déclarations, montre qu'il a souffert de l'abaissement de l'Union soviétique, progressivement comprend qu'en fait la Russie c'est aussi autre chose que le marxisme et qui se met étape par étape à évoluer, remettant à l'honneur les Romanov, rappelant le drame de Ekaterinenburg, donc le massacre de la famille tsariste, par des terroristes communistes juifs. Ça a été rappelé. Et qui se rapproche de plus en plus de l'orthodoxie, et on en arrive aujourd'hui à ça. Au fur et à mesure, il y a différentes touches qui montrent que vraiment cet homme a changé. Il a été happé par l'histoire de son pays qui était un grand empire, et il est en train d'assumer cet héritage. Il n'est plus l'héritage soviétique. C'est ça, et c'est ça qui m'intrigue de la part des Hillard et autres, y compris de gens d'égalité et réconciliation, qui dernièrement encore me disent, mais enfin quand même, il était du KGB, nanani. Ben, et Soral, il n'était pas marxiste, mais ça les chatouille pas. Donc ça les chatouille pour me rappeler que Poutine était du KGB, mais ils ne se souviennent pas que leur mec, Soral, a été marxiste ou l'est toujours. Non, mais vous vous rendez compte le déphasage dans la cervelle des gens? Donc, c'est vraiment, Poutine est un personnage qui restera dans l'histoire, c'est incontestable. Et rappelez-vous la fameuse phrase que j'ai citée et recitée de Jacob Rothschild, disant que Poutine avait trahi le mondialisme. Mais on comprend Rothschild. On comprend Rothschild, parce qu'effectivement, Poutine qui émerge à partir de Elstine, qui lui était l'homme du mondialisme, donc les gens du mondialisme pouvaient s'attendre que Poutine, qui émergeait derrière Elstine, était lui aussi mondialiste. Et quand ils voient la politique qui se dessine avec Poutine, ils disent « Ah, mais il nous a trahis ». Donc c'est ça qui est révélateur. Donc voilà ce que je voulais rappeler à propos de Poutine, et je voudrais que tout de même ceux qui parlent sans réfléchir et sans avoir l'œil sur l'actualité en tirent les conclusions. Sinon, on va se demander s'ils ne sont pas payés pour dire des conneries. Bon, on va en Chine maintenant. Une récente décision vient aussi conforter vos analyses. En effet, premier importateur mondial de pétrole, elle vient de lancer son contrat à terme de près de 25 milliards de yuan et convertible en or, donc hors dollar. Quelle est votre analyse? Eh bien, effectivement, ça conforte mon analyse depuis déjà longtemps.
Encore une fois, c'est Poutine qui a lancé cette stratégie. Il a compris, et là aussi je vais revenir encore un peu plus longuement sur cette stratégie de Poutine. Il a compris depuis le début que s'il voulait imposer sa politique, il fallait fragiliser l'Empire américain. Alors, comment fragiliser l'Empire américain sans avoir recours à la guerre mondiale? Sur le plan économique, en sapant le socle de la puissance financière américano-sioniste de la Federal Reserve. Puisque vous savez, ou vous devriez savoir, que la Federal Reserve est entre les mains d'un certain nombre de familles de banquiers juifs américains qui tirent la monnaie américaine. Il n'y a rien de national là-dedans, c'est juif. Donc, Poutine a compris depuis des années maintenant que s'il voulait, sans faire la guerre mondiale aux États-Unis, pour se préserver, lui, en tant que chef de la Fédération de Russie, il fallait saper la puissance américano-sioniste financière. Donc, dédollarisation, le début de cette vague-là. Les Chinois, donc, Chinois et d'autres, ont emboîté le pas, et de plus en plus de pays, maintenant, font leurs échanges commerciaux entre monnaie nationale, hors dollar ou sur base or. Il y a une autre chose sur laquelle je veux revenir à propos de Poutine dans cette stratégie contre l'Empire américain, américano-sioniste. Vous avez tout de même remarqué un certain nombre de choses, c'est que on nous parle de différents incidents, il y a eu cette attaque contre la Syrie avec des missiles balistiques qui ne sont pas arrivés. On apprend que certains bateaux américains se sont brusquement retrouvés avec leur système de communication inopérant. En fait, que veut faire Poutine? Il veut faire comprendre aux Américains, ils n'ont pas intérêt à essayer de faire la guerre. Parce qu'il peut, non pas les détruire, il peut les paralyser. Là encore, c'est génial. C'est génial. En fait, Poutine devrait recevoir le premier prix de pacifisme. Il empêche la guerre en paralysant l'ennemi. Vous ne pouvez pas me faire la guerre parce que je rends vos systèmes d'attaque inopérants. Retenez bien ce que je vous dis. C'est le fond de tout ce qui se passe aujourd'hui. Avec la dédollarisation, bien entendu. Federica Mogherini, responsable de la diplomatie européenne, a surpris bon nombre d'observateurs par son caractère anti-américain. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il y a de sous-jacent à cela? Oui, assez étrange, parce que même c'est pas n'importe qui, Mogherini. Est-ce qu'elle serait atteinte par le virus Salvini, éventuellement, mais il y a aussi certainement une chose, c'est que tous les milieux industriels allemands, français, italiens et autres qui commerçaient avec l'Iran l'ont en travers de la gorge de devoir arrêter leur contact avec l'Iran. Il faut tout de même savoir que le parc automobile iranien était à 30% français en Iran. Et voilà ce que notre petit Macron bazarde pour les beaux yeux des Américains. Et en fait, cette réaction de Mogherini est une pierre dans le jardin de Macron. Puisque Macron s'est laissé aller face à Trump. Donc c'est intéressant, là aussi, et je vous dis, tout ça est porteur de grands bouleversements en Europe sur le plan géostratégique. C'est pas terminé tout ça. Loin, 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 loin de là. Et en Allemagne, on sait très bien que, notamment, c'est le ministre de l'Intérieur, bon, ça s'est un petit peu calmé maintenant, mais qui était pour la démission d'Angela Merkel, parce qu'il voudrait un rapprochement avec Moscou. C'est la politique du grignotage de la part de Poutine.
En parlant justement de bouleversement économique, que pensez-vous de la valeur de l'or? L'or étant une valeur refuge quand les monnaies ou les situations politiques et économiques deviennent incertaines, pouvez-vous nous expliquer la raison de la chute du cours du métal précieux? Très bonne question, effectivement. Alors, bon, c'est apparent et c'est artificiel en même temps. Alors, apparent pourquoi? C'est que dans le même temps, comme les cours de l'or sont basés sur le dollar s'étant apprécié par rapport à l'euro, ça donne une impression de baisse de l'or qui n'est pas réelle. Il baisse parce que le dollar s'est apprécié. Donc la cotation est dans un chiffre plus faible puisque le dollar est plus fort par rapport à l'euro. Et en même temps, on sait, et ça remonte déjà à plusieurs années, que les banques centrales mondiales, sous la direction de qui vous savez, font tout pour que le cours de l'or ne soit pas à son véritable prix. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça favorise ceux qui achètent de l'or, dont la Russie, dont la Chine, dont l'Inde, etc. Donc les Américains, là encore, se tirent une balle dans le pied. On finira par dire plus con que ça, tu meurs. On va repartir sur le viaduc et l'effondrement du viaduc à Gênes, qui est venu rappeler la vétusté de nos propres ponts. Ah oui. Que vous inspire cet événement et de ce qui a Oui, changé l'occasion de ce justement, on drame? dirait qu'il y a des petits malins qui ont sauté sur l'occasion pour rappeler l'état de nos ponts, sans parler de nos routes. Et il paraît qu'il y a 30% des ponts en France qui posent problème. Qu'il faudrait environ 3 milliards d'entretien annuel. On n'en est même pas à 700 millions, même pas à 700 millions par an, au lieu de 3 milliards. Non, la France, grâce à cette faune qui nous occupe, est en train de devenir un pays sous-développé. Je voyais en venant de la gare, puisque j'aime pas prendre les couleurs des métros, je suis parti de la gare de Lyon, donc mon arrivée, jusqu'à la gare de Serlitz pour prendre le métro et arriver jusqu'ici. Et en marchant, je voyais au pied des arbres, ce qui entoure les arbres, l'état de saleté. Il n'y a plus de gris, les herbes poussent n'importe comment, il y a des déchets. C'est un foutoir, ce pari de Madame Hidalgo. C'est un chaos. Mais on devrait l'attraper par la peau du cou et aller lui mettre le nez dans la merde qu'elle a créée. Des opérations de désamiantage. Elle et tous nos gouvernants. Je voudrais rappeler une chose que les jeunes générations ne connaissent pas. À la bonne époque de l'Action française, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, vous écoutez bien ce que vous dites, les dirigeants de l'Action française. Il y avait ce qu'on appelait les camelots du roi. Et à l'époque, ces camelots du roi, ils avaient quelque chose dans le pantalon. Quand il y avait, suite à certaines campagnes du journal de l'Action française, et certains hommes politiques qui commençaient à se faire trop remarquer dans le mauvais sens, ils l'alpaguaient d'une façon ou d'une autre, et soit ils le foutaient à l'eau, soit ils le badigeonnaient de rouge. Bon. C'était marrant, ce que je regrette simplement, c'est que c'était pas définitif. Quand il y a quelqu'un qui gêne, il faut qu'il cesse de gêner définitivement. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que les Français, le peuple en général ne réagit pas beaucoup, mais ce qu'on appelle les élites, ce qu'on nous bassine aujourd'hui du nom de droite extrême, qui tourne autour de synthèse nationale et tous ces trucs-là, qu'est-ce qu'ils font comme action, s'ils sont si extrêmes que ça? Ils ne font même pas de la formation doctrinale, ils ne sont pas capables de former des cadres, et comme action violente, décisive, que font-ils? Ils collent des affiches. Rien. Non. Si. Ils vont ils vont dans les bistrots, s'enfiler des bières, et ils ont sauvé la France. Et voilà pourquoi je dis ce que je dis à propos de ces gens-là. Pourtant, c'est pas que le peuple ne réagisse pas face à certaines situations. Il y a eu, tous ces derniers temps, cet été principalement d'ailleurs, des poignardages quotidiens
Et on voit beaucoup de Français qui viennent défendre, notamment des femmes, et c'est eux qui reçoivent le Ah oui, premier bien argent. sûr, oui. Bon alors, oui, effectivement, vous Il y a avez un tout à courage fait... individuel. Eric, vous avez tout à fait raison. Il y a des Français qui individuellement réagissent et qui font montre de courage et qui malheureusement sont parfois victimes. Moi, ce que j'ai en ligne de mire, vous le savez déjà depuis un bon bout de temps, c'est cette espèce de droite qui plastronne, qui se dit extrême et autres, et qui ne fait rien sinon des gargarismes. Je répète, ils sont capables de former des élites qui serviront de cadre plus tard, ni sont capables de faire des actions capables d'éliminer des gens nocifs. Et je prends la responsabilité de ce que je dis. Dernière question. On a glosé sur un curieux incident survenu lors du défilé du 14 juillet devant le président de la République, l'affaire de la fumée rouge, celle qui était la plus à gauche à la place du bleu. Certains ont voulu y voir un avertissement de l'armée exaspérée devant l'arrogance de Macron envers elle et son ancien chef d'état-major, le général de Villiers. Qu'en pensez-vous, et vous qui avez écrit un livre sévère sur l'armée française face à la destruction de la nation? Je crois qu'on en a déjà parlé, mais je crois que vous avez raison. De toute façon, plusieurs questions nous ont été proposées à ce sujet-là. Incontestablement, mais là encore, moi, ce qui me fait réagir, c'est que toujours ces mêmes milieux nationaux et autres ont voulu voir un signe comme quoi il y avait peut-être prochainement un coup d'État militaire. Ah, mais ce serait magnifique, ça leur éviterait de travailler, ce qu'ils ne font pas. Bon, mais il ne faut pas rigoler. Quand on connaît justement ce qu'est l'état-major de l'armée française aujourd'hui, le général Pierre de Villiers qui avait mis quelques réserves sur le plan matériel, hein, parce qu'il n'y avait pas assez d'équipements, pas assez d'hommes, pas assez de matériel fonctionnant, y compris du matériel qui existe, mais qui n'est pas maintenu en état. Et qui s'est fait traiter comme un malpropre et jeté dehors, mais je ferai, et j'avais fait remarquer à l'époque, qu'il n'y avait que le problème matériel qui avait choqué le général Pierre de Villiers. Mais que Macron fasse toute une politique anti-nationale, bazar de tout, etc., parle du crime contre l'humanité, de ce qu'a été la colonisation, ça ne le dérangeait pas particulièrement, pas plus que les autres hautes sphères militaires. Et alors, j'ai eu dernièrement, par une amie, je ne dirais pas une explication, parce que l'explication, je la connais déjà depuis longtemps, mais j'ai touché du doigt cette mentalité militaire qui commence très tôt, au bas niveau. Cette jeune femme voulait me faire rencontrer un garçon qu'elle avait connu, militaire, et voulait que je lui donne mon avis. Alors, elle m'avait prévenu qu'elle lui avait offert mon livre sur l'armée française. Et donc, je rencontre le garçon, et comme toujours, petit coup de sonde, et je dis au garçon en question, bon, ravi de vous connaître, mademoiselle Intel m'a beaucoup parlé de vous, très bien, mais j'ai tout de même une question à vous poser de prime abord. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, rester encore dans l'armée française telle qu'elle est devenue? Réponse. Vous comprenez, nous sommes au service du peuple. Le peuple nomme des députés, élit des présidents de la République. Nous obéissons au peuple. Étonnez-vous après cela du manque de réaction de la haute hiérarchie. Et ça commence dès le biberon à l'armée. Ce garçon
n'a rien compris. C'est un bon petit démocrate bien formaté. Et alors, quand vous me posez cette question-là, justement, ça m'a immédiatement, au quart de seconde, rappelé ce que j'ai vécu. Comment voulez-vous que dès les tout bas grades, je crois qu'il était sergent ou adjudant ou je ne sais pas quoi, ils ont cette mentalité rassurante. Nous sommes au service du peuple. Ah, c'est pas notre faute. C'est le peuple qui vote mal. Bon, alors s'il vote mal, et vous allez accepter les conséquences du mauvais vote du peuple, ou soi-disant peuple, qui lui est manipulé, comme vous l'êtes aussi, vous les petits militaires. Oui. Je tenais à rappeler ça parce que ça explique le comportement de l'armée et je voulais rappeler ça parce que je ne sais pas si cette jeune femme qui a eu l'honnêteté intellectuelle de me demander mon avis aura compris ce que j'ai voulu faire passer. Je répète en pesant bien mes mots. Point. Eh bien, Voilà. on a terminé l'entretien, je crois. Terminé ? Tout à fait. Merci Eh bien, pour écoutez, votre merci de ces questions. Donc, vous avez été de très bons interprètes. Alors, je tiens par la même occasion à remercier ma proche équipe qui a aussi participé, tous nos correspondants qui nous ont aussi suggéré un certain nombre de questions à travers des mails et autres, ou Facebook, tout simplement. Souvent, d'ailleurs, c'était des questions qui se recroisaient. Donc, merci à tout le monde, parce que justement, c'est ça qui nous donne notre force de frappe. C'est cette quantité invraisemblable de gens que nous ne connaissons pas nécessairement, qui comprennent le but de notre combat, et qui s'y associent en apportant telle nouvelle, etc., tel commentaire. Donc, merci à eux tous, et à elles toutes, parce qu'il y a aussi pas mal de femmes là-dedans. Alors, pour terminer, je voudrais revenir sur le sujet des cercles nationalistes français, que beaucoup n'ont pas encore compris quel était le but et le mode de fonctionnement. Le but est de créer des structures de formation politique de façon à préparer des cadres pour l'avenir, des cadres politiques qui sachent quel est l'ennemi, quels sont ses moyens, quels sont ses buts, comment s'en prémunir et quelles solutions apporter aux calamités qui nous ont amenés. Je vous demande à toutes et à tous qui m'écoutez ou qui allez m'écouter après cet entretien de faire un effort supplémentaire de création de cercles nationalistes à travers la France. Des petites cellules de 4, 5, 6 personnes, pas besoin d'aller plus, sinon vous la démultipliez. Nous devons mailler la France de petites cellules de formation. Ce n'est comme ça qu'un jour on pourra, j'espère, prendre d'un seul coup en main le pays, parce qu'on aura les cadres formés pour pouvoir tenir le pays, administrativement et politiquement. Travaillez, ne dites pas on ne veut pas me croire, on ne veut pas. Écoutez, je n'y crois pas. Si autant de gens aujourd'hui rejoignent mes analyses, c'est que ce que je dis est compréhensible. Il n'y a aucune raison que vous, à votre niveau, dans votre domaine familial, professionnel ou autre, vous ne soyez pas capable de transmettre en partie. Vous avez l'appui des conférences, des entretiens, vous avez l'appui des livres, offrez des cadeaux utiles au lieu de boîtes de chocolat ou autre. Un site. Un site aussi. Un site, bien entendu. Vous allez avoir bientôt des DVD, CD, je ne sais pas quelle va être la formule ou clé, dans lesquelles seront un certain nombre de mes conférences. Donc vous pouvez organiser des réunions chez vous avec des amis, autour de votre télévision ou de votre ordinateur, pour écouter et commenter ces entretiens et ces conférences. Ce n'est que comme ça que l'on se forme. Alors, où vous voulez que notre pays s'en sorte, et vous travaillez, ou bien cessez de pleurer. Je souhaite que ce message soit compris.
il sera diffusé. Merci, M. Conquin. Bon, merci beaucoup. Merci Au revoir, beaucoup. monsieur. Au revoir.